Bienvenue dans ce webinaire, cet échange organisé par Sciences Po et le CNRS, Covid-19, retour sur la crise, donc autour d'un livre, Covid-19, une crise organisationnelle, publié aux presses de Sciences Po, crise en cours à bien des écarts, mais donc cet ouvrage nous montre spécifiquement une caractéristique, celle ayant consisté par de multiples processus d'abord à inventer une organisation en urgence et dirions-nous être en catastrophe, alors même que le risque pandémique n'avait rien. Pourquoi donc et surtout comment? Comment comprendre l'effet de panique et la mobilisation en ordre de pagaille, peut-être plus que de bataille? Quelles conséquences dans la pratique entre compétition et coopération entre les institutions? Comment l'hôpital a-t-il répondu? Présence, sacrifice ou résurrection? Et comment surtout comprendre ce qui arrive quand ça arrive? Ce sont donc les questions posées par organisationnel, coécrit par Henri Bergeron, Olivier Boraz, Patrick Castel et François Dedieu. Nous sommes d'ailleurs en compagnie avec deux des co-auteurs, Henri Bergeron et François Dedieu. Bonjour à tous les deux. Henri Bergeron, vous êtes directeur de recherche CNRS, sociologue au Centre de sociologie des organisations et directeur de l'Executive Master Management des politiques publiques de Sciences Po. Vous êtes entre autres l'auteur d'une sociologie, non pas de la drogue, d'une sociologie des politiques de santé, publiée tout à l'heure, je l'ai noté, à la découverte, ou au PUF. Aidez-moi, Au PUF. Henri, je me suis planté. Au Au PUF, PUF, pardon, voilà. excusez-moi. En Ouais. 2018, donc co-auteur de cet ouvrage, et également François Dedieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, au laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société. Vous êtes notamment l'auteur en 2013 du livre Une catastrophe ordinaire, la tempête du 27 décembre 1999, une catastrophe accidentelle, publié aux éditions de l'EHESS. À noter également votre article Alerte et catastrophe, le cadre de la tempête de Scélérat, publié en 2009 dans la revue Sociologie du travail, également en ligne, des articles coécrits par vos soins, Henri Bergeron, Olivier Boras et Patrick Castel sur AOC, gestion de crise, comment tirer les leçons du coronavirus. Et Henri Bergeron et Olivier Boras, vous avez également publié Covid-19, impréparation et crise de l'État, donc sur AOC en mars dernier. Éclairer les hypothèses en tout cas que vous avez développées encore une fois, Covid-19 organisationnel. Deux intervenants, Antoine Crémieux, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre en maladie infectieuse à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous êtes membre de l'Académie de médecine et vous êtes l'auteur de Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS et crise sanitaire, publié chez Lavoisier en 2009. Enfin, Emmanuel Hirsch, bonjour. Bonjour Marika Mathieu. Merci de nous rejoindre. Vous êtes professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay. Vous y présidez d'ailleurs le Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique. Vous êtes l'auteur aux éditions du CERF de Pandémie grippale. On ne vous entend plus, Marika. Enfin, en tout cas, moi. Oui, moi non plus. Oui. Marika, on ne vous entend plus. Du tout. Du tout. Il va falloir improviser. Bon, et ben écoutez, alors moi je propose que je prends la main. Juste revenir très très rapidement sur ce qui nous a poussé d'abord à faire du terrain de manière à chaud, donc avec un certain nombre d'interviews, on a épluché la presse, on a essayé avec les connexions qu'on pouvait avoir ici et là dans les ministères, à récupérer toutes sortes de documents, de procès-verbaux de réunions. Voilà, donc alors pourquoi on fait ça? Au départ,
au départ, je dirais, en tout début mars, le 6 mars, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, essayons de regarder comment gèrent les cellules de crise dans les institutions qui vont prendre en charge la réponse de l'État français. Et comme Patrick Castel et moi-même, on était plutôt sur la santé, et Olivier Borras et François Dedieu plutôt sur les catastrophes, j'ai envie de dire, on s'est unis pour avoir la palette la plus large de compétences possible, en tout cas sur la substance. Et très très vite, on a eu les annonces du président, et là, ça a été d'abord j'ai envie de dire la stupéfaction qui a certainement touché un nombre incalculable de Français sur les décisions qui ont été prises. Donc, on a d'abord eu des questionnements très citoyens. Mais qu'est-ce que c'est que cette crise? Que se passe-t-il? Pourquoi des décisions comme ça? Et puis, on a commencé à discuter entre nous, et on a, là, cette fois, mobilisé les connaissances qu'on pouvait avoir à la fois sur les politiques de santé publique et sur les études de gestion de crise, et on a commencé à être étonnés. Étonné d'un confinement qui a été décidé comme solution alors qu'il n'avait jamais été prévu par aucun plan, qu'il n'avait jamais été envisagé dans aucune publication qu'on avait pu consulter, étonné du maintien des élections, étonné finalement qu'on prenne des décisions aussi radicales alors que encore quelques jours auparavant, on va en parler, un grand nombre de scientifiques se réunissaient à l'Élysée sans masque, que rien ne pouvait laisser prévoir que 10 jours après, pareille décision serait prise. Étonné de la constitution d'un conseil scientifique ad hoc qui lui aussi n'était prévu par aucune crise. Étonné que les instruments classiques de gestion de cette crise, des crises n'aient pas été mobilisés, ni le plan de pandémie grippale, ni l'activation de la cellule interministérielle de crise. Et toutes ces questions, puisqu'on était confinés, on nourrait notre curiosité. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de travailler sur cet ouvrage pour tenter d'apporter un certain nombre de réponses, ou plutôt d'hypothèses de réponses. Et je vais en terminer là. Ce sur quoi, en fait, le pari de cet ouvrage qui tient plus de l'essai que de la recherche achevée, c'est de relire un certain nombre de travaux historiques, parfois très anciens, dans des contextes très différents. Je pense bien sûr à l'ouvrage sur la crise des missiles de Cuba, de regarder quels enseignements ces ouvrages mettent en avant, et de voir si ces enseignements peuvent nous permettre de formuler des hypothèses crédibles sur ce qu'on voyait, notamment sur les réactions d'État français à cette crise. Donc, on l'a fait, et on s'est rendu compte que ça marchait assez bien, que ça nous permettait de mettre du sens sur ce qui était, en tout cas, comme simple citoyen devant sa télé, des annonces qui nous plongeaient dans le chaos et dans l'interrogation. Et c'est comme ça qu'on a procédé, poser des hypothèses pour tenter de comprendre ce qui s'était passé et le type de réponse qui avait été apportée. Des réponses inédites à une crise, à une pandémie qui est un risque connu, même si, comme François Dedieu certainement le dira, a pris une ampleur particulière, et comme toutes les pandémies, et ce n'est pas Anne-Claude Crémieux qui me démentira, provoque des surprises, contient des surprises. Voilà comment je peux présenter un peu rapidement ce qui a motivé la rédaction de cet ouvrage. Est-ce qu'on peut réagir? J'imagine. Est-ce que Marika a réussi? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, oui, tant mieux. Donc, je suis là. Ah. Non, ça coupe. Marika, est-ce que je pourrais vous conseiller de prendre une connexion 4G ou 3G, de relier votre ordinateur? Peut-être que ce sera plus efficace que le réseau qui est peut-être un peu défaillant. Mm. Je pourrais entendre Anne-Claude Crémieux, parce que je suis gourmand d'entendre ses premières réactions. Et moi, je pourrais aussi compléter la belle introduction d'Henri Bergeron en attendant qu'on ait Marika de retour. Ah, peut-être qu'on peut réagir en attendant que le son se… Mais oui, bien sûr. Très bien.
Merci beaucoup donc déjà de m'avoir convié à cette table ronde, on peut dire ça comme ça, même si elle n'est pas ronde, je veux dire, à plonger dans les réflexions, dans vos réflexions qui sont évidemment extrêmement intéressantes et probablement assez différentes de celles que je peux percevoir moi, mais vraiment d'un point de vue extrêmement différent. Et c'est aussi ça que je souhaitais, peut-être ce témoignage-là que je souhaitais apporter en réponse à votre première intervention. C'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que vous, vous êtes le 6 mars ou le 7 mars, et en fait, vous êtes stupéfait. Stupéfait parce que clairement, il y a une faille entre ce que vous percevez de l'extérieur et ce que nous, acteurs de terrain, nous percevions. C'est-à-dire que nous avions deux sources. D'abord, la vision de ce qui se passait dans les hôpitaux. Les coups de téléphone avec nos collègues qui étaient dans les hôpitaux de référence à qui l'État, les autorités sanitaires disaient « Attention, tous les patients doivent arriver chez vous ». Ces coups de téléphone de collègues épuisés, angoissés en nous disant « Mais c'est une vague qui déferle sur nous, aidez-nous, ouvrez vos hôpitaux pour prendre les patients ». Et ça, c'était début mars. D'accord ? C'est-à-dire au moins une semaine avant que le président prenne la parole. Donc, nous avions cette source-là. Et nous avions une autre source extrêmement précieuse sur laquelle on n'a pas assez insisté. C'est l'incroyable diffusion d'informations qui nous venait au travers des journaux scientifiques de très haut niveau. Le New England, le Lancet, qui, en temps quasi réel, nous amenait les connaissances sur ce qu'il était en train de se passer en Chine. Et très vite, je dirais, à la fois par la diffusion des informations de nos collègues chinois, qui ont fait un travail absolument remarquable. C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient sous la vague, ils écrivaient et ils nous transmettaient les informations. Et par la réaction de ceux qui, en France, les premières équipes qui étaient chargées d'encaisser la vague, ce qu'on n'appelait pas encore la vague, mais donc les patients, on savait que la situation était beaucoup plus tragique que ce qui était communiqué au public. Et c'est ça qu'on a essayé de faire passer comme message. C'est important de comprendre que ces deux sources ont joué un rôle majeur parce que nous avions déjà compris qu'il ne pouvait pas y avoir une solution habituelle, simple, à un virus qui était totalement différent et qui diffusait de façon totalement silencieuse avec un élément majeur et nouveau par rapport au SRAS, que moi j'ai bien connu parce que j'étais au cabinet du ministre à ce moment-là, mais qui est en fait possiblement l'élément le plus important qui explique la difficulté de contrôle de cette épidémie, c'est la diffusion invisible, c'est le fait que ce virus est transmis par des porteurs asymptomatiques. Donc, nous savions qu'il fallait une mesure inhabituelle. Et je me rappelle très bien, à ce moment-là, un dialogue que j'ai eu sur un plateau radio, avec d'ailleurs quelqu'un qui faisait partie du conseil scientifique et qui amenait d'une certaine manière, je dirais, la voix officielle et qui disait oui, mais en se lavant les mains, etc., on a l'équivalent d'un vaccin à 50%. Et moi qui disais, mais vous ne réalisez pas, on va être obligé de faire ce qu'ils sont en train de nous expliquer à travers la littérature, c'est-à-dire avoir recours à des solutions totalement inhabituelles que nous n'avons jamais utilisées depuis très longtemps en Europe. Voilà. Emmanuel Hirsch, vous m'entendez ? Je vais juste réagir par rapport à ces deux premières interventions qui sont très éclairantes pour dire que quand on a été confronté aux premières lueurs, aux premiers signes annonciateurs, on avait, nous, à l'espace éthique de la région Île-de-France, l'expertise développée face au H1N1. Puisque dès 2006, on avait mis en place une réflexion avec les hospitaliers, mais également avec les associations, avec les politiques. On avait quand même un interlocuteur plus disponible aux questions de société, c'était à l'époque, rappelez-vous, Roselyne Bachelot. Et donc, avec son cabinet, on a su travailler d'une manière extrêmement concrète. On avait produit d'ailleurs un ouvrage collectif
avant d'avoir produit le dernier, Pandémie 2020, qui était modeste, mais qui marquait quand même un certain nombre de préoccupations et qui permettait des lignes d'action d'une certaine manière. C'était pandémie grippale, l'ordre de mobilisation. Donc on arrive, comme Anne-Claude Crémieux, avec nous, notre observation sociétale, éthique, si on veut, mais également avec une culture qui a pour moi été fondamentale, c'est là où j'ai baigné pour développer ma réflexion éthique, c'est la culture des années SIDA. Il n'est pas anecdotique que Françoise Barré-Sinoussi ou même une personnalité comme Jean-François Delfraissy aient été à des positions d'expertise, mais n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur débat, ou en tous les cas des enjeux qui étaient les enjeux de démocratie en santé, des démocraties sanitaires. Et on pourra revenir sur ce point. Ce qui m'a de suite frappé, c'est qu'au-delà de la crise sanitaire, on allait avoir une crise politique, une crise démocratique. Et on voit qu'on est au cœur, j'allais dire, et c'est pour ça que cette réunion est importante, on est au cœur, j'allais dire, de cette crise, puisque dans les décisions qui vont être prises dans les temps qui viennent, sur la chronicité finalement d'une crise qui n'est pas qu'une pandémie, c'est une crise qui est une certaine forme de révélateur de toute crise, j'allais dire, complexe, qui était en suspens. Donc, c'est trompeur de dire qu'on va retrouver la liberté en abandonnant le confinement. Lequel confinement? Et je reviens sur ce qu'Henri Bergeon a dit, pour avoir travaillé et même avoir été impliqué dans la réflexion sur la préparation, les travaux préparatoires à une crise sanitaire. Donc, il y avait tout un ensemble de textes, de recommandations. On parlait de quarantaine, on ne parlait pas de quarantaine, j'allais dire, nationale. On parlait de quarantaine ciblée. Donc, on a eu des systématismes. Alors, on pourra revenir en quelque sorte sur les décisions. Donc, premier point, ce qui m'a frappé donc d'emblée, c'est le côté solitaire de la prise de décision et le côté totalement volontaire de renoncer à prendre en compte une parole qui aurait été discordante. Alors, l'élément le plus significatif, c'est effectivement des associations dans le milieu de la santé. Vous voyez, on a eu il y a 2 jours France Assos qui a manifesté à ce propos. Mais nous qui ne pouvons pas penser la décision en matière de santé sans y associer l'expertise des personnes malades, avec les conséquences délétères que ça a eu sur les personnes qui n'ont pas suivi de traitement, pour prendre un exemple précis. Il n'y a pas eu la communication des pairs. Voilà. Donc, quand on a commencé à observer, on s'est dit, on va dans un moment de crise majeure, une crise sociétale, et on a monté à l'espace éthique au tout début, vous pouvez regarder sur le site, l'Observatoire national, parce qu'on a été très vite saisi par les professionnels, par exemple, sur toutes les questions de la réanimation, sur les questions donc du processus décisionnel, parce que j'ai oublié de dire, et je vais terminer en 2 minutes, votre livre est remarquable. J'ai oublié de lire, j'aurais dit dès le départ, c'est bien que vous organisez cette réunion, mais on n'aurait pas eu autant d'enthousiasme à y participer, autant de choses à dire, si votre livre, Une crise organisationnelle, n'était pas pour nous déjà un livre de référence, puisque vous éclairez avec, j'allais dire, la robustesse de votre compétence de sociologue, mais multiple dans vos points de vue, vous éclairez pour nous des champs qu'on a évidemment ressentis. On n'avait pas peut-être toutes les clés, et dans ce petit livre dont on attend la suite, on voit à quel point vous nous donnez matière à penser et matière aussi à critiquer. Mais vous voyez, derrière la crise organisationnelle, pour nous, ce qui a été le plus interrogatif, c'est la crise décisionnelle, voilà, le processus décisionnel. Anne-Claude Crémieux, et je remercie toutes ses interventions, elle parle souvent de collégialité. On voit que face à des situations complexes, on doit adosser la prise de décision à l'expertise, j'allais dire, plurielle. Là, on est dans une gouvernance qui est pour moi très interrogative, enfin je veux dire, sur ce qu'est notre démocratie. Qu'est-ce qui va sortir de notre démocratie? Alors j'aurais d'autres choses sur lesquelles je pourrais revenir, mais je vais terminer sur un point qui me semble, parmi tant d'autres, on pourrait en énoncer jusqu'à la fin de la journée. Un point qui m'a beaucoup frappé dans l'intervention du président de la République. Le président de la République n'est pas un médecin, n'est pas un scientifique, on dit que c'est un homme éclairé, il a une culture, et il nous dit à un moment donné qu'il avait refusé, donc avec beaucoup d'aplomb, il a refusé qu'on fasse finalement une vaccination obligatoire. Ce qu'il a oublié de dire, et pourquoi je prends cet élément, pourquoi cet élément est important, parce que la notion d'explicabilité, la notion d'argumentation, elle me semble fondamentale, et on nous a masqué, j'allais dire, les prérequis. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que la HAS, la Haute Autorité de Santé, a rendu un document extraordinaire le 9 novembre, où il y avait toutes les préconisations. Ce qu'il a oublié de dire aussi, c'est qu'il y a un conseil représentatif de la société qui a été associé. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez vu, le CU, hein, le conseil qui a été mis en place avec les usagers. Et vous voyez, je termine sur ce point,
ma critique la plus forte, la plus virulente, ce n'est pas une critique parce que je m'intéresse aux questions d'éthique et qu'on a été sollicité par rapport à des décisions difficiles, la fin de vie, le deuil, toutes ces questions essentielles de la société. Non, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'a priori, si on veut, d'incompétence de la société. Avec un paradoxe, c'est que si la société elle ne s'était pas mobilisée en démocratie comme elle l'a fait dans le premier confinement, on ne serait peut-être pas aujourd'hui en train de discuter comme on discute, d'une manière, entre guillemets, pour reprendre les expressions du président de la République, apaisée. On a une société qui s'est mobilisée, on a une société qui s'est révélée dans des capacités, dans des capacités totalement inattendues. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce que le Premier ministre, quand il avait la responsabilité de la sortie du premier confinement, a fait du retour d'expérience? Qu'est-ce qu'on a fait au niveau du débat qu'on aurait pu organiser? Ça a été refusé. Et pour moi, si je rencontrais le président de la République, on n'est pas éloigné, peut-être qu'un jour je le rencontrerai dans la rue, je lui poserai ces questions. On est en train de déstabiliser la vie démocratique au moment où on en a le plus grand besoin. Voilà un petit peu ce que je dirais d'une manière liminaire. Donc vous voyez que ma fougue aujourd'hui, moi je ne fais pas de la politique, je fais de l'éthique, même si l'éthique a à voir avec la politique, ma fougue aujourd'hui, c'est que j'ai peur pour notre société. Elle s'est survulnérabilisée au-delà même de la crise, alors qu'il y avait des outils qu'on aurait pu mobiliser, notamment l'outil du débat, l'outil de la décision. Pourquoi une personne à partir d'un certain âge, toutes ces intelligences que nous, on avait déjà travaillé dans la préparation du H1N1. Voilà. Donc, c'est une espèce d'illusionnisme aujourd'hui du discours politique, toujours en termes d'interdit, en termes de moralisation, en termes péjoratifs, meurtrissants pour des gens qui, du jour au lendemain, se sont rendus compte qu'ils n'existaient pas pour la société. Voilà le passif dont il faut prendre compte pour l'avenir. Et justement, merci Emmanuel Hirsch. On revient justement sur cette crise et sur ce que vous décrivez, François Dedieu et Henri Bergeron, à savoir ce phénomène de panique et cet effet de réel qui est intervenu dans un laps de temps extrêmement court. Est-ce qu'on peut revenir sur finalement cette hypothèse finalement littéralement d'un effet de panique? A-t-il été, Anne-Claude Crémieux, vous le disiez, il n'a pas été, ça n'est pas tel qu'il a été ressenti à l'hôpital, mais c'est pourtant ce que vous décrivez, Henri Bergeron et François Dedieu, comme cette panique des élites. Comment décrire ce basculement et finalement aussi les conséquences, comme vous l'évoquiez, Emmanuel Hirsch, François Dedieu peut-être? Oui, l'idée qu'on essaie de défendre dans le livre, c'est que, en fait, si on remet les choses en série, dans une chronologie courte et à la fois longue, c'est-à-dire à partir de janvier 2020 jusqu'en mars, c'est qu'on voit en fait qu'il y a une accélération des choses. De janvier, en gros, à février, jusqu'à fin février, les autorités, notamment par la voix du ministre de la Santé, qui était nouvellement nommé sur France Inter le 18 février, qui déclarait que la France était prête à faire face à cette pandémie. Et aussi un certain nombre de spécialistes qui disaient que finalement, ils n'étaient pas très inquiets sur en fait, la capacité de la France à résister à cette pandémie, voire de passer les frontières de la Chine. Et soudainement, à partir du 8 mars, entre le 8 mars et le 16 mars, il y a eu une accélération soudaine des choses, où là, on a pris des premières mesures fortes sur l'interdiction de rassemblement, la création du conseil scientifique et donc le confinement le 16 mars. Donc notre surprise venait du fait de comment expliquer en fait cette espèce de confiance qui s'était installée dans la capacité de la France à répondre à cette pandémie, et puis cette soudaine accélération. Et donc, en fait, on peut, là, pour le dire assez rapidement, c'est ce qu'on développe dans le livre, en fait, trois séries de raisons. La première raison, elle est on peut dire, politico-administrative. Et pour la comprendre, il faut remonter 15 ans en arrière, puisque la France dispose d'un certain nombre d'outils et de plans pour lutter contre ces plans pandémie. Le premier plan pandémie a été mis en place par Philippe Douste-Blazy en 2004, après la suite en fait, de la crise du SRAS. Et il s'est surtout accéléré dans les années 2005-2006 avec la création de l'EPRUS, l'établissement en fait, de réponse aux urgences sanitaires, en 2007 par Xavier Bertrand, qui disposait, quand on regarde ça a posteriori, en fait, d'un nombre très important de moyens, notamment en termes de masques, où il y avait un peu plus d'1 milliard de masques en fait, qui étaient alloués en fait, pour se parer contre ce type de crise. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte en 2020 qu'on ne disposait plus de ces moyens-là, et en particulier des masques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le livre, on défend l'idée qu'en fait, il s'est opéré ce qu'on appelle une longue dérive organisationnelle où progressivement, finalement, on sait, alors à la suite des mauvaises leçons a posteriori tirées de la crise d'H1N1, où on a accusé Régine Bachelot d'en avoir trop fait, d'avoir utilisé sur les 42 millions de vaccins qu'elle avait commandés, seulement 11 millions, finalement d'en avoir trop fait. Et là, il s'est
instaurer en fait un glissement progressif en fait d'une perte de moyens de les Prusses et qui fait qu'on s'est retrouvé en 2020 avec les Prusses, il faut le savoir, hein, des gens, alors qui a été, j'ai oublié de vous le dire, qui a été dissoute et qui a été fusionnée dans Santé publique France en 2016, où on s'est retrouvé finalement avec des moyens très réduits, notamment en nombre de masques et aussi en nombre de personnes, enfin le nombre de personnes qui étaient censées gérer en fait la logistique des masques, hein, puisqu'il faut le savoir, en fait, dans Santé publique France, il y a uniquement 7 personnes qui étaient chargées en fait de l'affectation de ces masques. Donc voilà, en fait, donc un débat tellement progressif qui a une propriété, c'est puisqu'il a été très progressif et très lent, il est passé inaperçu, en tout cas on en fait l'hypothèse, aux yeux en fait des grands décideurs et qui ont découvert en fait très sur le tard en fait que la France ne possédait pas les moyens disponibles. Bon, après, très vite, en fait, il y a aussi des raisons plus contextuelles, c'est-à-dire du temps court. On voit en fait qu'à partir de février, il y avait toujours aussi cette confiance affichée des spécialistes et des pouvoirs publics, puisque les premiers clusters qui sont apparus en France, hein, les clusters de Bretagne, de Montpellier et en Haute-Savoie, finalement ont été assez vite maîtrisés. Et ça a conjugué avec d'autres facteurs, notamment comme l'agenda politique de l'époque et législatif, hein, qui était particulièrement encombré, notamment avec la réforme de la retraite, finalement, a contribué à conforter en fait cette confiance. Et puis il y a une troisième explication qu'a souligné Anne-Claude Crémieux et sur laquelle j'aimerais bien l'interroger à mon tour, c'est de dire finalement en fait là où on a été surpris, c'est qu'on a découvert très vite en fait que les chaînes de contamination ne se faisaient pas par des malades symptomatiques comme dans le cas du SRAS, mais par des malades asymptomatiques. Et ça, a priori, on l'a découvert sur le tard. Donc, cette troisième catégorie d'explication pose une question en fait centrale sur laquelle on n'a pas tous les éléments, et je profite de la présence d'Emmanuel Lich et de Anne-Claude Crémieux pour les interroger dessus. C'est est-ce qu'on n'a pas pensé jusqu'à assez tard en fait dans la crise que le Covid-19 ressemblait beaucoup au SRAS de 2003. Et si c'est vraiment le cas, pourquoi, alors qu'on sait comme vous l'écrivez dans votre livre, Anne-Claude Crémieux, que chaque virus possède ses singularités, et si on est sûr d'une chose, c'est qu'ils sont très imprévisibles, pourquoi on s'est focalisé finalement en fait, sur ces chaînes de contamination, alors même qu'on savait tard. Donc ça pose plusieurs questions pour nous, c'est-à-dire savoir pourquoi on l'a découvert aussi tard. Est-ce que les informations, comme vous le dites, qui remontaient de la littérature scientifique, qui provenaient de Chine, n'ont pas été capables d'identifier en fait, ces modes de contagion? Bref, voilà, donc ça, ce troisième point nous pose question. Je pense que c'est très intéressant. C'est effectivement très intéressant. Pourquoi, alors que le 30 janvier, nos collègues allemands ont décrit dans le New England Journal of Medicine un cas asymptomatique et une transmission de cette personne asymptomatique à un homme d'affaires allemand, pourquoi il a fallu attendre 2 mois avant que Santé publique France commence à peine à admettre l'idée qu'il puisse y avoir des chaînes de contamination invisibles, alors même, encore une fois, que c'était décrit dans la littérature et que la première hypothèse qui nous est venue à l'idée, enfin moi je suivais évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, absolument tout ce qui était écrit, donc j'avais évidemment identifié ça très très tôt. Et quand quand l'histoire italienne est arrivée, quand on nous a dit mais il y a un rush terrible dans les hôpitaux, alors même qu'ils avaient l'impression qu'il y avait très peu de cas, on a dit mais voilà, il y en a partout et on ne l'a pas vu. Et donc forcément, on s'est dit, en France, c'est la même chose. Il y en a partout, il y a une diffusion communautaire majeure et on n'a rien vu. Et c'est évidemment ce qui était le cas. La question qu'on pose, c'est pourquoi les autorités ont tendance systématiquement à minimiser et effectivement à chercher avant tout à rassurer et se rassurer. Et effectivement, c'est un travers habituel de la crise. Plutôt que de se dire on va considérer le scénario du pire, les autorités systématiquement recherchent les bonnes nouvelles pour essayer de se rassurer et de rassurer un public en pensant à tort que le plus dangereux dans une crise, c'est les phénomènes de panique, et donc il faut absolument l'éviter en donnant des bonnes nouvelles. Et du coup, ça induit évidemment un retard considérable dans l'analyse réelle de la situation, dans la prise de décision, et tout à coup un volte-face, ce qui est
évidemment, s'est produit en mars, parce que le terrain, évidemment, explose et qu'à ce moment-là, les autorités politiques sont obligées de réagir en l'espace de 4 heures, parce que c'est ce qui s'est passé. La veille, Macron ne savait même pas qu'il allait prendre une décision de confinement. Les journalistes disaient « on ne va rien annoncer », et tout à coup, brutalement, ils sont obligés de faire volte-face et de regarder ce qui se passe sur le terrain et de se dire « il va y avoir plein de morts ». Merci Anne-Claude Crémieux. Emmanuel Hirsch, justement sur ce temps, ces 2 mois de sous-estimation des risques et avant cette volte-face sur laquelle on reviendra bien sûr, comprendre ce besoin de minimiser tel que vient de le décrire Anne-Claude Crémieux. Je vais peut-être me faire critiquer par des grands sociologues, mais moi je crois qu'il y a surtout une incompréhension face à quelque chose d'à la fois inattendu, d'inimaginable, et dont on perçoit les conséquences, puisque c'est devenu très vite planétaire. C'est-à-dire, c'est un virus qui a été viral très rapidement à tout niveau. Donc, je dis, il y a surtout le sentiment d'une certaine forme d'impuissance. En tous les cas, c'est comme ça que j'analyse la chose. Et moi, ce qui me paraît le plus important comme grille d'analyse, c'est comment gérer dans l'incertain. Parce que dès le départ, ça a été une politique de l'incertitude, à la fois avec une pression très forte. Il y avait la visibilité qui a gagné en intensité et en tragédie, puisque n'oublions pas que c'est la première pandémie qu'on vit médiatisée au jour le jour à l'instant présent. C'est-à-dire qu'on a vécu, et d'ailleurs dans le confinement, c'est un élément à prendre en compte, les gens étaient devant leur écran de télé. Voilà, donc c'est des éléments au niveau de la psychologie et au niveau de la maîtrise, en quelque sorte, du discours, de la communication à prendre en compte qu'on pourrait analyser. Moi, ce que je vois surtout, c'est l'incertitude et l'impréparation à des situations de risque. Et c'est assez frappant qu'on a beaucoup préparé la société française, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, au risque terroriste. Il y a eu une pédagogie intéressante, puisque jusque dans les écoles, on donne aux enfants un certain nombre de mesures de protection. On sait qu'on est dans un environnement NRBC, c'est-à-dire que le risque attendu, c'était peut-être pas, dans la hiérarchie, à mon avis, ce n'était pas la pandémie, c'était bactériologique, chimique, nucléaire, enfin, on le sait. Et puisque moi, je suis aussi, comme Anne-Claude Crémieux, les bureaux de l'espace éthique sont à Saint-Louis. J'avais été même frappé il y a quelques mois de voir un SAS de décontamination qui était en position pour faire des répétitions. Tout ça pour dire qu'il y a un aspect déjà pour moi culturel. Et rien dans le parcours de ceux qui nous dirigent et de ceux qui nous administrent n'est, j'allais dire, en capacité de les former, en tous les cas, de leur donner les moyens déjà d'une analyse, d'une compréhension. C'est pour ça que je dis, d'un mot rapide, qu'il y a une intelligence politique. On a parlé des années 2006-2009. Il y avait un médecin que j'aime beaucoup, Didier Houssin, je ne sais pas si vous voyez, qui a eu comme charge, il était le délégué interministériel. Il a travaillé, j'allais dire, avec de l'intelligence, en sollicitant toutes les compétences, notamment des sciences humaines et sociales, parce qu'il avait une appétence. Donc, c'était à la fois un grand médecin, mais également un homme curieux de tout, et donc en capacité d'improvisation, d'imagination, d'adaptation. Et on n'a pas eu, si on veut, cette capacité d'écoute. Si je vous fais une confidence, regardez, on peut dire que l'espace éthique de la région Île-de-France a fait beaucoup de travail avec les professionnels. Et vous regarderez, aucun des documents qu'on a sortis ne sont ni des documents prescriptifs, ni des documents de spécialistes. On a associé absolument tout le monde. Eh bien, aucun de ces documents qui ont pourtant circulé n'a fait l'objet d'une rencontre directe avec un responsable de la décision. Quand il avait la crainte… Alors, il y a eu des rapports indirects. La seule décision importante qui a été prise à notre égard, c'est dans le cadre du conseil régional de la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, qui a mis en place son conseil stratégique Covid. Alors là, on est associé et reconnu, j'allais dire, comme relais des sciences humaines et sociales. Donc, je termine sur un point. Je ne sais pas ce que va être l'avenir, mais tout ce que je sais, c'est que, de mon point de vue, on a développé une culture à la fois de la responsabilité partagée, donc une nouvelle forme de contrat entre la cité dans ses expertises, dans ses compétences, dans ses vulnérabilités aussi, parce qu'on a vu monter, j'allais dire, ces dernières semaines, ces derniers mois, toutes les vulnérabilités qu'on avait vu déjà s'exprimer avec les gilets jaunes, c'est-à-dire ce n'est qu'un moment de plus dans une crise qui est continue. Donc, il faut aussi relativiser une certaine forme de responsabilité des politiques. Donc, je dirais qu'un élément qui me semble important, c'est donc aussi de nous aguerrir à une culture du risque. Et par exemple, pour les mois qui viennent, il faudra voir ce qui est un risque acceptable au regard d'autres risques, par exemple économiques et pas que. On a, entre le premier confinement aujourd'hui, tout le discours qu'on peut comprendre, même si je ne le comprends pas intellectuellement, mais en tous les cas, on peut l'admettre, d'André Comte-Sponville. Et on dit la catastrophe,
c'est d'avoir priorisé des personnes qui n'avaient pas à l'être, parce que de toutes les manières, elles seraient mortes. En fait, il le dit d'une manière aussi caricaturale, c'est-à-dire en termes d'arbitrage, inventage. Bon. S'il y a eu de la concertation, et c'est assez important quand vous regardez une association comme Hold Up, de personnes âgées à partir de 70-75 ans, qui est remarquable, qui a une expertise, qui vous dit d'une manière, avec de l'aplomb et de l'intelligence, quelle est la position, non pas des personnes âgées en général, mais de la diversité des compétences. Voilà. Je termine sur ce point qui me semble pour nous important en tous les cas en termes de travail, c'est comment honorer l'intelligence collective. Il y a eu de la créativité dans les EHPAD, il y a eu de la créativité dans les lieux les plus marginalisés de la société. Il y a les gens, les ignorés de la société qui ont pris à bras-le-corps, avec une intelligence que les politiques n'ont pas eue, à bras-le-corps la réalité, sans ça on ne serait pas où on est. Et puis alors, un dernier point qui m'a révulsé, c'est des mots, les éléments de langage. C'est la maladresse, mais à mon avis, ce n'est pas que de la maladresse, c'est une idée qu'on se fait de la société. Le coût des essentiels, pour moi, a été une catastrophe, non pas parce que ça a touché les gens dans leur identité, dans ce qu'ils sont, dans leurs valeurs, mais dans ce que ça signifie. Les papis et mamies, quand on a aujourd'hui au pouvoir, et j'en termine là, parce que je pourrais vous sortir tout le registre, quand on a au pouvoir des gens qui peuvent tenir cette tonalité de discours, on peut se dire qu'on est un peu en difficulté. Voilà. Merci Emmanuel Hirsch, parce qu'on va justement y revenir, mais vous pointez dans cette analyse de l'intelligence politique qui a été mise à l'œuvre au départ de cette crise. Une des hypothèses qui est développée dans le livre de François Dedieu et Henri Bergeron, celle qui était finalement ce paradoxe d'inventer des dispositifs, d'inventer une toute autre gouvernance ne s'appuyant pas sur l'expertise et pourtant l'expérience qui aurait pu être mobilisée dans ce moment-là. C'est l'idée qu'il faut inventer, comment justement revenir peut-être Henri Bergeron sur ce moment qui a consisté à inventer et à créer des dispositifs, en premier lieu desquels donc ce conseil scientifique, c'était justement l'idée que l'intelligence était à construire et n'était pas présente dans le pays selon les dispositifs actuels, comme vous le rappeliez tout à l'heure, François Dedieu. Oui, tout à fait. Alors ça a été vraiment une source d'étonnement extrêmement importante pour nous et qui a motivé une partie des recherches qu'on a faites à la suite de cet étonnement. Ce qu'il faut voir, c'est que le champ de la santé et de la santé publique est un champ qui est saturé d'organisations expertes scientifiques. Vraiment, vous avez une académie, un organisme de recherche dédié, une multitude d'agences, vous avez des hautes autorités, des hauts conseils, vous avez un ordre, des ordres, vous avez des sociétés savantes. Enfin, c'est vraiment un champ où de l'expertise est où l'expertise est extrêmement importante. C'est aussi un champ, et ça c'est un point qu'on souligne dans le livre, qui a depuis longtemps, et ce n'est pas le cas de tous les champs d'action publique, développé des méthodologies pour aider les décideurs, que ce soit des médecins, oncologues autour d'un patient qui est dans une situation délicate, ou dans d'autres univers, à la direction d'un hôpital ou dans les ARS, qui a développé des méthodes de prise de décision dans l'incertitude. Et on s'est retrouvé dans une situation où on n'active pas le plan pandémie, comme je l'ai dit, on n'active pas la cellule interministérielle de crise, on prend des décisions qui sont parmi les plus importantes que l'on a prises depuis des dizaines et des dizaines d'années, puisqu'elles vont avoir des conséquences, bien sûr, économiques, sociales, donc politiques, mais aussi sur les états de santé des populations dans les années à venir. On prend des décisions dans ce qu'on a appelé une formation élitaire, c'est-à-dire un conseil scientifique ad hoc non prévu, un Premier ministre, un président et un ministre de la Santé. À quoi correspond cette situation? Alors, l'argument a été avancé, il faut décider rapidement, c'est l'urgence. Certes, c'est certainement une contrainte qui a pesé sur cette décision et qui a contribué à la formation de ce conseil scientifique et à la formation de ce collectif élitaire. Nous, on y voit aussi, et ça c'est en relisant, j'ai envie de dire, les conclusions de ces ouvrages de gestion de crise, on y voit la volonté d'un président de la République de se préserver une capacité de pensée, de décision et d'action autonome. Parce que quand vous activez des plans, quand vous faites monter à la table des décisions
des organisations différentes, vous faites monter des organisations avec des cultures particulières, donc qui sont sensibles à certains problèmes et pas à d'autres, qui ont par ailleurs des intérêts, des solutions à défendre, des organisations qui sont éventuellement en conflit les unes avec les autres, et vous vous trouverez donc de facto dans une situation d'interdépendance avec ces organisations qui va limiter votre capacité de décision autonome. Donc finalement, on a, j'ai envie de dire, un tropisme assez macronien qui consiste à s'octroyer et à décider seul au risque, et on l'a vu plusieurs fois, y compris encore aujourd'hui, au risque de rendre la mise en œuvre compliquée, puisqu'on n'a pas associé à la décision ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les décisions qui ont été prises. Donc, vraiment notre hypothèse principale, c'est ils ont voulu garder la main mise sur des décisions, qu'ils l'ont fait, je dirais, avec cet objectif d'obtenir de l'autonomie. Il existe aussi une méfiance importante vis-à-vis des administrations. Le gouvernement n'a visiblement, les premières interviews, on a besoin de solidifier cette hypothèse, montrent que le gouvernement n'a pas apprécié la façon dont la tempête Irma avait été gérée. Et puis finalement, on a la reproduction d'un geste technocratique que l'on retrouve chez Kennedy au moment de la crise des missiles de Cuba, où il va constituer un executive committee en marge, j'ai envie de dire, un excom en marge de la cellule interministérielle de crise, pour prendre un mot français qui réunit l'ensemble des forces armées, des décideurs, McNamara, Kennedy, pour pouvoir avoir, j'ai envie de dire, un espace de débat contradictoire, exactement ce qu'a fait Bernard Cazeneuve avec son fumoir pendant les attentats de Charlie Hebdo, juste à la suite. La seule différence quand même, et ça nous a marqué, c'est que, contrairement à Kennedy notamment, ce conseil scientifique, c'est quand même un conseil scientifique qui est très lesté dans la composition des disciplines sur la médecine hospitalière, la médecine aussi hospitalière parisienne, et que forcément, quand on crée un lieu avec des personnes qui partagent une vision singulière des problèmes, on a des chances que le type de recommandations qui sont faites à un président qui se trouve dans une situation d'asymétrie de connaissances assez importante, on a des chances que ces recommandations soient des recommandations qui incarnent ce qu'on appelle le group think, c'est-à-dire la pensée de groupe des gens qui composent ce cercle. Merci Henri Bergeron. Anne-Claude Crémieux, justement, par exemple, une des conséquences directes de ces prises de décision et de ce dispositif, notamment du conseil scientifique, ça a été l'activation du plan blanc et non du plan pandémie, notamment à l'hôpital. On le rappelait, il y avait aussi une logique de concurrence entre les différents terrains de la gestion de crise en France, notamment celle entre terrorisme et santé. C'est peut-être ce qui a été en jeu dans cette décision. Comment vous avez ressenti, justement, est-ce que ça a été une surprise de voir activer le plan blanc et non pas le plan pandémie à l'hôpital? Alors, bon, à l'hôpital, certainement pas. Effectivement, plutôt, je dirais, avec mon expérience antérieure des cabinets ministériels, c'est vrai que vous avez raison de souligner dans votre ouvrage collectif, ce plan pandémie grippale, c'est très étonnant qu'il n'ait pas été effectivement actionné, parce que il y avait énormément de choses, et on le voit quand on le relit. Il est très bien préparé, il a été bien pensé, au fond, il était capable de donner un certain nombre de solutions. Alors, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas été activé, et pourquoi est-ce que les autorités sanitaires, vous le posez très bien comme question, au fond, on chantait l'existant. Et ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que cet existant, tout ce qui avait été mis en place a été réduit comme une peau de chagrin. Le symbole le plus fort, c'est les masques. Moi, quand je suis partie du cabinet du ministre, mais il y avait des masques partout. On ne savait plus quoi en faire. Et si vous voulez, il faut se mettre dans la place de ces dirigeants qui se retrouvent en 2020
au moment où il commence à comprendre que la crise atteint la France et qu'on est dans une situation d'urgence, il s'adresse à la Direction générale de la santé, leur disent « et les masques ?» et on leur dit « mais il n'y en a pas ». Et on n'est pas capable d'en donner aux soignants qui sont là en train de se retrouver sous la vague. Et il n'y a plus de masques filtrants. Et on va leur dire d'aller au front sans masque filtrant. Et on va dire aux médecins généralistes, il n'y a plus de masque pour vous. Et on va dire aux infirmières, il n'y a plus de masque pour vous. Donc, ils se trouvent face à cette situation. On leur dit, les Prusses, ça a quasi disparu. Bon. Ils se retournent vers ce qui était l'Institut de veille sanitaire, ce qui est maintenant Santé publique France. Ils demandent où est le leader, est-ce qu'il y a un leader quelque part pour gérer la crise. Santé publique France leur répond, on n'est pas là pour gérer la crise, on est juste là pour compter les morts, parce que c'est quand même ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, on ne sait pas bien compter parce qu'il n'y a pas de test, donc on est incapable de vous donner des données. Bon, on comprend leur désarroi. Et de fait, moi, je pense que c'est essentiellement ce désarroi qui les oblige, parce qu'il va falloir quand même faire quelque chose, à, au fond, faire appel à des choses qui n'existaient pas en disant, mais l'existant est réduit comme une peau de chagrin. Et pour terminer là-dessus, vous rappelez que il y avait, en tout cas moi je l'avais connu comme ça, un Haut Conseil de santé publique très réactif. C'est d'ailleurs une des choses que pointe Christian Perron dans son livre, sans commentaire sur l'ensemble du bouquin, mais en tout cas, lui connaît bien parce qu'il a été à la tête de l'aspect infectieux du Haut Conseil de santé publique pendant très longtemps, et ça avait à une époque une réactivité extraordinaire qui avait été totalement démantelée par les différents ministres. Donc, c'est un État qui s'est retrouvé nu. Ce sont des politiques qui se sont retrouvés nus face à une crise majeure, et au fond, ils ont réagi en essayant de récupérer de l'expertise là où ils pensaient pouvoir la récupérer. Alors, merci Anne-Claude Rémy. On en revient à ce que vous pointiez, Emmanuel Hirsch, justement sur finalement ce processus discrétionnaire qui a abouti à la mesure principale qui a été édictée à l'aune de, une fois la réalité ou le danger de la pandémie connu, qui a été donc le confinement, dont vous avez déjà décrit combien effectivement sa mise en œuvre et sa mise en place avait été soumise à très peu de débats, voire aucun, justement dans le cadre de cette relation avec le conseil scientifique. Mais est-ce que ça éclaire pour vous ce qu'on est en train de se dire? Finalement, comment a été décidé le confinement et en quoi a-t-il été présenté comme la seule solution possible, Emmanuel Hirsch? D'abord, merci de m'associer vraiment à cette discussion qui est passionnante. On devrait la prolonger, à mon avis. Je voulais juste répondre d'abord à Anne-Claude, prolonger ce qu'elle vient de dire, et Henri Bergeron. Je pense que la réponse immédiate, ça a été la référence au terrorisme, puisqu'on a été dans un discours guerrier. Il y avait une menace, j'allais dire, sur la sécurité nationale, sur la continuité de la nation. Donc, je pense que le plan blanc, ayant été quand même très efficace quand on a été confronté aussi au terrorisme, la capacité de mobilisation dans l'urgence, c'est sur le long terme ensuite que c'est plus difficile. Mais il ne faut pas oublier dans quel contexte se sont trouvés les soignants dans leur rapport avec l'État, puisque les hospitaliers qu'on a sollicités étaient quand même très humiliés par l'absence de réponse à leurs demandes évidentes, des mois et des mois de crise sanitaire, j'allais dire au sens de crise de l'hôpital public notamment. Voilà, c'est un point, en tous les cas, qu'il faut analyser. Je pense qu'il y avait comme seule solution d'imposer une procédure qui ne se discute pas, et j'allais dire qui est la procédure de la médecine d'urgence. On a eu une pratique de l'urgence malgré tout, sur quelque chose qui allait se prolonger et qui allait avoir des effets qui n'étaient pas que d'ordre médical. Et donc, heureusement qu'il y a eu l'excellence de la réactivité de l'hôpital. Alors, on pourrait déclarer un certain nombre de points, enfin, en tous les cas, identifier des points. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mépris aussi, rappelez-vous, sur la position de la médecine de ville, par exemple, au regard de la médecine hospitalière. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qu'on peut analyser. Je ne voudrais quand même pas manquer, parce qu'on a évoqué indirectement un point, et j'aimerais vraiment insister sur ce point. On a eu quand même, et je reviendrai ensuite peut-être sur les choses plus essentielles par rapport à la question qui m'est posée, on a eu quand même beaucoup de points difficiles, très rapides, avec les controverses autour de l'expertise.
Et je pense que ça a peut-être incité aussi, me semble-t-il, je ne cherche pas à faire de la psychologie, le pouvoir à dire on ne va pas s'enliser dans des controverses sans fin. Il ne faut pas oublier que c'est Jean-François Delfraissy qui avait demandé au président, Duguay l'a dit, de créer ce conseil, pour prendre un exemple. C'est-à-dire avec l'expérience qu'il avait dégagée, notamment qu'il avait développée à l'Agence nationale de recherche sur le sida. Donc uniquement le président de la République a pris ce conseil, j'allais dire, pour ce qu'il voulait en faire, d'une certaine manière. Et il faudrait rentrer, vous l'avez un peu évoqué dans votre livre, sur les dilemmes auxquels les membres du Conseil ont été confrontés. Je ne vais pas révéler des secrets, mais quand il y avait l'alerte du 22 septembre, pour prendre un exemple précis, et que Jean-François Delfraissy s'est fait taper sur les doigts, pourquoi le second confinement a été reporté dans le temps? Il y a tout un ensemble d'aspects que j'aimerais qu'on puisse dévoiler à un moment donné, dans une gouvernance qui est une gouvernance erratique, parce que malheureusement, il n'y a qu'une personne qui décide, in fine. Quand vous discutez, et c'est vrai dans votre ouvrage, vous le laissez entendre, mais quand vous discutez avec des gens qui ont du bon sens, qui ont une expertise, ils vous disent quelquefois terrifiés, mais malheureusement, on attend la décision du chef. Et vous voyez, ce qui est antidémocratique, c'est il y a quelques heures, puisque le chef de l'État s'est exprimé récemment, la France était immobilisée, tétanisée dans l'attente de la décision qu'un homme allait prendre après un conseil de sécurité sanitaire secret, sans nous apporter les arguments. C'est-à-dire, on peut faire dans le compassionnel. Les arguments de santé publique tels qu'ils sont produits aujourd'hui, je les respecte. Il y a des enjeux, effectivement, le côté distanciation. Ce qui est dramatique, c'est que ce mot distanciation est devenu, j'allais dire, un élément de politique. C'est-à-dire, c'est une politique distanciée. C'est une politique de la déliation. 10 minutes. Et je trouve que quand on fait une analyse, alors je ne suis pas sociologue, mais je pourrais faire une analyse quasiment jusqu'à demain matin de tout ce que j'ai recueilli, moi, de mon point de vue. Je vais juste dire qu'il y a plusieurs éléments par rapport à ce qu'a dit Henri Bergeron qui me semble vraiment important à prendre en compte. C'est bien sûr la question de l'expertise et d'une expertise publique, c'est-à-dire de controverse. Je trouve que c'est un élément important pour non pas l'inquiétude, mais la déstabilisation aussi du public par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, on a eu la phase numéro 1, qu'on dit la phase de la sidération. Je trouve qu'effectivement, les gens étaient tellement démunis face à quelque chose d'incompréhensible, d'inattendu, que d'une certaine manière, ils ont été dans l'acceptation, enfin, je veux dire, faute d'alternative. Le seul point qu'on a oublié, c'est que pendant le premier confinement, on nous a parlé de la France apprenante, mais ça n'a pas été uniquement de la rhétorique. Si les politiques n'ont pas appris, en tous les cas, la France a appris. Et il était évident qu'il n'y a pas eu de retour d'expérience, il n'y a pas eu de transposition de tout ce qu'avait été cette réflexion que chacun d'entre nous a menée, soit individuellement, soit dans le cadre de réseau, parce qu'on savait très très bien que ce qu'on avait appris, c'est que cette gouvernance-là n'était pas tenable, j'allais dire, sur un long cours. Et ce qui me paraît tout à fait frappant aujourd'hui, c'est que le roi est nu. On voit effectivement qu'il y a encore des décisions un petit peu abruptes, mais j'allais dire, elles sont fragiles, ces décisions. Et on va voir les manifestations, toute la question de l'acceptabilité, toute la question de la tolérance aux politiques. On n'a pas de justification véritablement à faire fondamentalement confiance, puisqu'on ne peut même pas dire aujourd'hui si ce second confinement dont on nous dit qu'il s'est plutôt bien passé, on ne peut même pas dire que c'est ce confinement qui est à l'origine finalement de la baisse, j'allais dire, de l'acuité de la pression, par exemple, sur les services hospitaliers. Donc voilà, je le dis un petit peu rapidement, parce qu'il faudrait du temps pour chaque fois détailler. Ça a l'air d'être des affirmations un peu rapides. Mais soyez rassurés, derrière mes affirmations péremptoires et un peu passionnelles, dans ma forme aujourd'hui, il y a vraiment une réflexion de fond et une inquiétude fondamentale sur les non-décisions qui sont prises aujourd'hui et les quelques décisions qu'on cherche encore à soutenir, mais surtout sur l'avenir. Parce qu'on est dans une catastrophe humaine qui n'est pas réductible aux propos de Jérôme Salomon quand il dit qu'il y a certaines personnes qui ont des maladies mentales, la psychiatrie doit prendre en compte, d'ailleurs la psychiatrie qui n'est plus en capacité puisqu'elle manque de force et de ressources, mais il ne faut pas psychiatriser maintenant la suite de la crise. Il faut la démocratiser, la politiser. Les gens ont la crise de conscience aujourd'hui, c'est une crise de conscience politique. Et mon inquiétude comme démocrate, c'est de me dire qu'on est en train de tout disqualifier, de tout disloquer
Et peut-être qu'il y a derrière là, et ce sera ma dernière observation, j'en dirai pas plus, une stratégie politique. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui ont été des décisions politiciennes par rapport à des échéances électorales, et je trouve ça majeur aujourd'hui au niveau de l'analyse, dans le contexte actuel, quand vous voyez sur certaines lois, ou sur propositions de loi, ou projets de loi, ce qui se passe, si vous faites cette lecture, vous pouvez être inquiet des décideurs aujourd'hui qui, effectivement, sont enfermés dans leurs convictions et disent, finalement, ça serait très, très bien de gérer cette pandémie s'il n'y avait pas une société civile. Merci Emmanuel Hirsch. Ambivalence d'une gouvernance effectivement dite scientifique, mais effectivement animée d'objectifs politiques également. Mais est-ce que le statut de l'hôpital finalement et le fonctionnement, et vous avez fait aussi référence à ce qu'étaient les processus d'apprentissage et l'intelligence collective mobilisée dans une période comme celle-là, est-ce que l'hôpital, peut-être François Dedieu ou Henri Bergeron, n'a pas été l'expression de cette ambivalence, excusez-moi, c'est-à-dire d'un côté sous contrainte et sous une pression extrêmement forte, mais de l'autre qui a su fonctionner, qui a su se réinventer dans sa pratique sur le terrain, dans une expérience vécue au jour le jour. C'est l'ambivalence de cette période. L'hôpital y a retrouvé une force d'organisation propre. Retrouver, c'est pas. Je passerai la parole à François qui complétera. Retrouver, je ne sais pas, parce qu'on voit les difficultés qui existent aujourd'hui à l'hôpital où on doit à la fois maintenir un flux de patients, un flux de routine, j'ai envie de dire, ou un flux traditionnel et un flux de patients Covid où les tensions sont beaucoup plus fortes. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est, on connaît bien l'hôpital, notamment avec Patrick Castel, on y a beaucoup travaillé, c'est pas du tout un univers apaisé, il y a beaucoup de conflits entre spécialités, il y a des phénomènes de concurrence autour des patients, autour des moyens, autour des ressources, il y a le plateau lourd qui est noble, il y a d'autres parties de l'hôpital qui sont considérées avec un peu plus de dépit. Et puis tout d'un coup, là, on a vu tout le monde travailler. Alors l'explication qui a traîné un peu partout dans les médias, mais également dans les mots des hommes politiques, c'est que finalement, l'hôpital s'était mobilisé parce que poussé par son ethos du dévouement, du soin, de la volonté de sauver la vie. Et Dieu sait certainement si cet ethos est fort et important. Mais nous, ce qui nous a étonné, c'est que finalement, cet ethos, il existe avant et après la crise, et pourtant, il n'empêche pas les conflits avant et après la crise, comme on le voit aujourd'hui. Donc, on a regardé, on a fait pas mal d'interviews auprès de cadres de santé, d'anesthésistes réanimateurs, de réanimateurs médicaux. Vous savez que c'est deux spécialités en France qui coopèrent, j'ai envie de dire, parfois difficilement, auprès de cadres administratifs, auprès d'hygiénistes, auprès de spécialistes d'organes, d'affectiologues. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 conditions qui ont permis la coopération dans le cadre de l'hôpital. La première condition, c'est qu'il y a eu l'application concrètement du quoi qu'il en coûte du président de la République, c'est-à-dire que quand elles étaient raisonnables et raisonnées, les demandes pour du matériel supplémentaire étaient octroyées par la direction. Deuxième condition, le management s'est retiré, a laissé les soignants s'organiser. Donc, il y a eu un desserrement de l'emprise managériale, qui est une emprise qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années, pour finalement entériner, souvent après coup, des décisions d'organisation qu'avaient prises les médecins. Troisième condition, il n'y a pas eu de concurrence autour de la captation de patients. Un petit peu au début, hein, notamment les réanimateurs médicaux ou les infectiologues ont dit ce sont nos patients. Et puis quand on a vu que l'afflux, notamment dans les hôpitaux parisiens, dans le Grand Est, enfin dans les endroits qui ont été très touchés, il n'y a pas eu de concurrence autour des patients. Et puis dernière chose, qui est un point important, c'est qu'on a arrêté l'ensemble des interventions. Ça veut dire quoi d'un point de vue de la sociologie des organisations? C'est que vous avez suspendu pour un temps les enjeux professionnels. Tout le monde. Donc, je pense que ce sont vraiment ces conditions-là qui ont permis la coopération à l'hôpital. Et vous le faites dans n'importe quelle organisation. Dans une organisation, vous dites à un journal, je ne sais pas, au journal Le Monde, eh bien, tout le monde quitte ses services, ses rubriques, tout le monde va avoir de l'argent. Les rédacteurs en chef ne contrôlent plus ce que vous allez faire. Le numéro peut prendre 250 pages, vous inquiétez pas. Personne ne va contrôler. Il peut y avoir de la coopération. Vous travaillez tous sur ce sujet. Vous restez
c'était pas rubrique société, rubrique sport, rubrique faits divers. Tout le monde travaille sur le même sujet et vous avez de grandes chances d'obtenir la coopération. Voilà. Alors ça a une conséquence très importante. Ça veut dire que, j'ai envie de dire d'un point de vue intellectuel, c'est que les conditions de la coopération tiennent moins, j'ai envie de dire, à l'éthos et à la culture de ces organisations qu'elles ne tiennent à l'organisation ou à la suspension de la compétition entre les acteurs d'une organisation. François Dedieu voulait compléter, sinon Anne-Claude Crémieux, bien sûr, sur est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse finalement d'une coopération plus liée aux caractéristiques propres justement telle qu'énoncée par Henri Bergeron, ou est-ce l'éthique du dévouement qui a porté les soignants à s'investir au-delà de leurs limites tout au long de cette première vague de la pandémie? Ah, votre micro est coupé, Anne-Claude. Tout à fait. Non, je pense que ce sont des réflexions qui sont tout à fait précieuses et réelles. Effectivement, l'hôpital s'est mobilisé d'une façon qui est extraordinaire et a retrouvé probablement, et vous le dites très bien, je dirais, c'est sa spécificité en termes de capacité à affronter une situation inhabituelle, une situation peu prévisible. Pourquoi l'hôpital est capable d'affronter ces situations? Et vous le dites aussi, parce qu'au fond, c'est la formation des médecins. C'est la formation des médecins, c'est d'une part être responsabilisé extrêmement tôt. L'interne, lorsqu'il il devient interne, la première chose qu'il fait, c'est qu'il est de garde. Il est de garde aux urgences, il est face à un patient et il n'y a pas de hiérarchie au-dessus de lui pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, on lui demande immédiatement une prise de responsabilité qui est la plus importante qui existe pour un médecin, c'est la responsabilité du patient. Et donc, il est formé à ça. Il est aussi formé justement à se retrouver face à une situation qui ne correspond pas à ses livres, à son savoir livresque, parce que jusqu'à présent, il a un savoir assez peu livresque, assez livresque, et à trouver des solutions dans une situation inhabituelle. Et c'est cette façon de trouver des solutions, pour un médecin, c'est très souvent la collaboration. C'est la multidisciplinarité. C'est passer un coup de fil, c'est un staff, et c'est échanger sur l'incertitude. Et dans cet échange sur l'incertitude, de trouver la solution la moins mauvaise pour le patient, même si on sait qu'on ne sait pas tout. Et Dieu sait si en médecine, il y a beaucoup de solutions dans lesquelles on ne sait pas tout. Et en plus, l'hôpital est particulièrement organisé d'une façon générale, enfin était organisé pour que cette prise d'initiative, elle persiste au niveau d'une unité fonctionnelle qui était le service. Puisque au fond, le service, c'est quoi? C'est un partage de cette initiative. Et progressivement, l'hôpital a perdu au fond cette caractéristique parce que l'hôpital, qui a été très très peu hiérarchisé pendant des années et des années, est devenu de plus en plus à l'image de ce qui se passe au ministère de la Santé, c'est-à-dire un univers hiérarchisé où il y a une déconnexion complète entre la décision administrative et financière et le terrain. Ce qui est la caractéristique du ministère de la Santé, où la décision est extraordinairement hiérarchisée. Donc c'est vrai que pendant cette crise, où au fond, la direction s'est bien rendu compte que l'essentiel de la réponse hospitalière, c'était les médecins qui allaient pouvoir la créer, l'inventer, l'effectuer. Le pouvoir a rebasculé du côté des médecins, à qui on a dit « sortez-nous de là à n'importe quel prix ». Et là, je suis d'accord avec vous, on s'est retrouvé dans ce qui fait, au fond, une des caractéristiques assez remarquables de l'hôpital, cette capacité d'innover, de prendre des responsabilités extrêmement rapides et de faire face à des situations totalement inhabituelles.
Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Anne-Claude? Moi, je pense que l'hôpital a été un formidable laboratoire d'invention d'une nouvelle gouvernance adaptée aux circonstances. Autant je critiquerai la non-gouvernance, parce que c'est un travail un peu bâclé du gouvernement, autant je suis très respectueux de toutes les initiatives qui ont été mises en place. Alors, je prends la PHP, j'ai discuté avec Bruno Rio, pour prendre l'exemple, qui a coordonné en quelque sorte tous les dispositifs qui ont été faits d'une manière comment dirais-je, très démocratique, mais en reconnaissant les compétences de chacun pour arriver finalement à argumenter et arbitrer une décision qui était considérée juste. Et le processus décisionnel, il est fondamental, hein. Je ne vais pas raconter que Martin Hirsch envoyait tous les matins un email à l'ensemble de la communauté, pas uniquement des médecins, à l'ensemble avec une attitude qui était considérée comme le petit message. Il y a une communauté qui se mobilise autour de valeurs communes. Donc, il y a eu ce travail qui me semble intéressant. Mais pour en avoir discuté avec Bruno Rio, parce que j'ai intervenu avec Patrick Lagadec, et je trouve que c'est une personnalité importante, Patrick Lagadec, sur tout ce qui est la notion de risque. Il nous apporte énormément. Il a beaucoup nous intégré à notre réflexion. J'étais intervenu sur le processus décisionnel dans un contexte de crise. Et je vois qu'il y a quelque chose de très, très important qui est peut-être quelque chose que le décideur politique qu'on évoque aujourd'hui n'a pas compris. Ce qui a été frappant pour les professionnels, c'était d'être reconnus. Voilà. Qu'ils soient médecins, qu'ils soient aides-soignants ou qu'ils soient, j'allais dire, aux cuisines, être reconnus. Et je pense qu'il y a les gens qui ont été méprisés, c'est-à-dire les gens qui ont été niés dans ce qu'ils représentaient, et les gens qui ont été valorisés dans cette reconnaissance, dans ce processus d'attention autour de valeurs communes, parce qu'ils avaient aussi le sentiment de défendre la République, enfin, je veux dire. C'est-à-dire le discours, et pas que dans le service public, parce qu'il y a eu aussi dans le secteur privé, et pas que dans les hôpitaux, il y a aussi dans les EHPAD et au domicile. Quand on voit ce qui s'est passé comme conscience politique, il devrait être fier, le président de la République. Il l'a dit à plusieurs reprises, mais qu'est-ce qu'il en fait de cette richesse-là? Pour moi, c'est sur ce levier-là qu'on va inventer l'avenir, mais on ne l'a pas reconnu comme il convenait de faire. Donc, le premier point, je trouve que c'est un modèle de gouvernance très intéressant qui s'est mis en place. Je suis allé dans un centre anticancéreux, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je vais quand même beaucoup sur le terrain, et c'était une équipe de soins de support, donc qui s'occupe plutôt de la fin de vie, qui a dit à quel point même ils ont été associés comme jamais. C'est-à-dire, les chambres mortuaires ont été considérées comme des éléments constitutifs dans la chaîne de la responsabilité, y compris lorsqu'il y a eu des décisions très discutables sur qu'est-ce qu'on fait du défunt. Oui, donc, il y a eu une acculturation. Ce qu'on a en contrepartie, c'est que dès lors qu'on est sorti de la période de crise, les bonnes habitudes ou les mauvaises habitudes sont revenues, notamment au niveau de la décision administrative. Ce qui explique aussi une forme de burn-out, c'est-à-dire de lassitude. Il y a eu la réponse avec le Ségur, il y a eu la réponse en termes de petites indemnisations, mais ce n'est pas ce que les gens attendaient. Et ce qui a été aussi très douloureux pour les professionnels, on les a applaudis comme des héros, alors qu'ils disent que leur quotidien n'est pas plus héroïque que le quotidien d'autres professionnels qui ont des responsabilités. Bref, on les a applaudis, mais du jour au lendemain, tout ça, c'est aussi, j'allais dire, a désapparu d'une certaine façon. C'est apparu d'une manière aussi illogique que ça s'est apparu d'une certaine façon. Et je termine sur ce point. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que des professionnels ont été amenés, et on a dans tous les textes préparatoires à une crise sanitaire, à intervenir dans un contexte dégradé. On l'a dit, hein, le contexte dégradé, c'est le mot qu'on emploie. Et je vois que dans le contexte dégradé, quel que soit le professionnel, hein, il revient à l'essentiel. Et vous voyez, vous avez le concept de Lévi-Strauss qui parle du bricolage. Les gens ont bricolé. Il y a eu aussi, et vous l'analyserez aussi, j'imagine, dans vos travaux futurs, les hiérarchies. Non pas qu'elles ont sauté, mais quand vous voyez un chirurgien qui a été à faire un travail de soignant, de retourner des personnes, enfin, je veux dire, quand vous voyez comment les reconfigurations ont eu lieu, c'est un point, à mon avis, à analyser. Je ne suis pas sociologue, mais je le ferai. Dernier point du dernier point. Quand vous discutez maintenant avec les professionnels, il y a beaucoup qui culpabilisent énormément sur les malades décrocheurs. C'est-à-dire, il y a eu un triage de faits. Moi, si j'avais à faire une étude fondamentale, je ne sais pas si je serais capable de le faire comme vous le faites, mais c'est sur cette notion de triage, sur cette notion de priorisation. Qu'est-ce qui est important par rapport à ce qui n'est pas? Et les traces que ça a, la signification que ça prend à la fois pour des professionnels, ce que vous faites, on peut ne plus le faire pendant un certain temps.
alors qu'ils avaient l'impression, par exemple, que c'était fondamental, quand ils ont une personne atteinte de cancer, de pouvoir l'accompagner, j'allais dire, dans son projet de vie, dans son parcours de soins, et de ne pas la confronter à des pertes de chance. L'Institut Gustave Roussy nous a fait sortir des chiffres, et ils sont internationaux, 2 à 4% des personnes atteintes de cancer sont confrontées maintenant à un risque de surmortalité. Mais on pourrait faire l'analyse générale. Alors, je termine là-dessus pour dire que dans l'analyse, moi, ce que j'ai trouvé très extraordinaire, c'est d'abord que les professionnels n'avaient pas besoin d'éthiciens pour prendre des décisions. Quand les décisions elles ont été prises face à des dilemmes, ils ont su mobiliser une intelligence, alors que c'est des décisions douloureuses, même pour la cohésion d'une équipe. Et d'autre part, je pense que leur parole, de ce point de vue-là, n'a pas été encore bien recueillie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, et je termine sur ce point, qu'est-ce qu'on fait de ces expertises, qu'est-ce qu'on fait de ces expériences, de ces savoirs expertos, y compris des personnes malades. M'occupant avec l'Institut Raphaël de personnes atteintes de cancer, elles savent ce qu'est le confinement. Elles avaient quelque chose à nous dire sur l'intelligence d'être confinées. Elles n'ont pas besoin que le Premier ministre leur dise « vous n'avez pas à sortir et on va vous faire, j'allais dire, des amendes ». Si vous voyez, toute cette culture de terrain, toute cette richesse, d'une certaine manière, n'existe pas dans la compréhension, dans l'entendement de politique. Voilà. Vous comprenez pourquoi je suis un peu révulsé, parce qu'on passe à côté d'un trésor. Mais en effet, merci Emmanuel Hirsch, puisqu'il est déjà le temps de conclure avant de prendre quelques questions du public, mais finalement de souligner peut-être, François Dedieu, ce qu'est l'intérêt finalement d'un regard organisationnel comme celui-là, c'est-à-dire finalement d'éclairer ces processus d'apprentissage, ces expériences telles qu'elles ont été vécues et ce qui pourrait être donné d'en faire, notamment dans l'éclairage des politiques publiques à venir. Est-ce que c'est ainsi qu'on peut comprendre aussi l'intérêt de cet ouvrage et de ce regard sur les organisations, les coopérations, mais également les absences de coopération, bien sûr, entre les différents acteurs d'une crise? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que Henri l'a précisé, mais il faudrait enfoncer le clou là-dessus. C'est-à-dire que si on a voulu faire aussi cette analyse à chaud, c'est pour pouvoir contribuer sur des processus d'apprentissage en fait de la crise. Et cet aspect organisationnel est soulevé en fait par les rapports officiels, mais vraiment pas assez ou de manière très superficielle. Pour donner juste un exemple, en fait, souvent en fait les problèmes de la crise sont souvent rabattus sur des problèmes communicationnels. Or, comme là on l'a souligné dans le livre, ça n'a rien à voir avec la communication. Si la direction générale de la santé ne s'entend pas avec Santé publique France ou essaye de mettre à l'écart en fait le ministère de l'Intérieur, comme c'est le cas dans cette crise, ce n'est pas des problèmes communicationnels. Ce sont des problèmes d'articulation, de relations de pouvoir sur lesquels en fait ces instances essayent de jouer une partition particulière dans cette crise. Donc c'était aussi ça notre volonté de vouloir le faire, de faire cette analyse à chaud. C'est aussi de se contribuer, soulever aussi le tapis de ce qui n'est pas toujours bon à dire. Hein, si vous regardez par exemple le rapport un peu abrasif du général Lisuré, qui a un diagnostic qui est très proche du nôtre finalement, hein, où en fait il revient sur les caractéristiques que soulevait Emmanuel Hirsch, c'est-à-dire en fait la prise de décision appartient à un tout petit groupe de personnes. Alors ici, c'est pas normatif, hein, mais c'est de dire en fait que ce que ça fabrique, c'est-à-dire à la fois les directeurs de cabinet, hein, dans le rapport Lisuré par exemple, il donne une anecdote qui est rigolote de dire que le directeur du cabinet du Premier ministre a fait la bagatelle de 40 réunions en moins de 2 mois. Et donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que à la fois la décision appartient à ce petit groupe, en même temps, on a des cellules de crise à profusion dans tous les secteurs, dans la santé, à l'économie, au ministère de l'Intérieur, etc. Des cellules de crise qui ne se parlent pas, qui entraînent des défauts de coordination. Mais ce qui est plus intéressant, sur lequel nous, on essaie d'apporter modestement aussi notre expertise, c'est de comprendre ce que cette organisation-là type, elle fait à la gestion de crise. Et deux caractéristiques qui sont très intéressantes, que souligne aussi le rapport Lusiré, mais qu'aussi nous, on a souligné dans le livre, c'est qu'en restreignant aussi, de manière aussi ténue, la décision à un petit groupe, mais on voit qu'on confond souvent la décision et la stratégie. Hein, c'est-à-dire que finalement, on a du mal à lever la tête du guidon pour regarder en fait ce qu'on fait, pour penser les problèmes de mise en œuvre, comme on l'a vu sur les tests, de dire finalement, si on a autant de problèmes de coordination entre ces cellules de crise qui ne datent pas d'aujourd'hui, hein, qui ont un passif très long, hein, Irma et bien avant, etc. C'est-à-dire qu'on connaît parfaitement ces problèmes-là, ces problèmes de sectorisation qui ne correspondent pas vraiment en fait aux problèmes de crise. Et donc, on continue toujours de la même manière. Pourquoi? Et ça, vous le verrez en fait tout à l'heure. Hein, je fais un peu le teaser de ce qui va suivre. C'est-à-dire qu'on a du mal à apprendre des crises en fait. Oui, c'était exactement l'objet du second débat. On va prendre quelques questions, mais qui sont dans la suite de ce que vous nous dites, François Dedieu.
et qui sont très caractéristiques et propres à cette crise-là. On a une question notamment sur les agences régionales de la santé, qui sont notées comme relativement nouvelles dans le paysage administratif et assez hospitalo-centrées. Disposaient-elles, ces agences régionales de santé, des moyens et de la culture de crise nécessaires pour être efficaces? Que penser notamment du binôme préfet-ARS tel qu'il a été activé donc, dans cette crise? Bon, alors, moi, je peux y répondre très rapidement, j'attendrai les autres. C'est les premiers entretiens et les enquêtes qu'on a faites, c'est qu'on voit que ce binôme, en fait, il n'existe pas. Des premiers éléments qui nous remontent du terrain, c'est qu'on voit en fait que les préfectures et les ARS ont plutôt tendance à travailler de manière séparée, pour des raisons qui restent encore à explorer. On peut supposer qu'il y a certains problèmes comme les transferts hospitaliers que les ARS veulent conserver. Mais c'est un secret de polichinelle de dire qu'aujourd'hui, en fait, ces deux acteurs-là sur les terrains travaillent assez peu ensemble. D'accord. Je voulais juste peut-être par rapport à cette question pointer quelque chose qui me semble un marqueur. On est dans une culture de la précaution à la suite des grands accidents de santé publique, le sang contaminé. Bon, je ne vais pas vous détailler, mais beaucoup de décisions politiques aujourd'hui dans les cabinets sont faites au regard des conséquences que pourrait avoir une décision du point de vue d'une responsabilité, d'une imputabilité de la décision. Et donc, des décisions de bon sens immédiates sont mises, j'allais dire, à l'épreuve de oui, mais si je prends cette décision, on me l'impute. Et comme il y a des risques et de l'incertitude dans la décision, on voit le vrai problème que ça pose. Quant aux ARS, elles ont été un petit peu les chevilles ouvrières, hein, puisqu'elles devaient relayer sur un terrain complexe des prescriptions qui étaient prises par des gens quelquefois très éloignés du terrain ou qui n'avaient jamais pu éprouver les conséquences des décisions. Par exemple, dans les EHPAD. Alors, pour travailler, puisque je dirige l'espace national On a Nous un avons perdu problème. Emmanuel. Ouais. Oui, et vous m'aviez perdu aussi. On a l'habitude, ça, Marika. Oh, merci, en si peu de temps. Je vais dire mais suivant toujours cette question telle qu'elle était amorcée dans ce couple préfet-ARS, il y a d'autres acteurs dont on s'interroge. Pierre-Yves Geoffrin nous demande justement aussi s'il y avait aussi, quel a été le rôle des élus locaux aussi, comment peut-être, au travers de cette question, s'interroger sur le centralisme versus ce qui aurait pu être l'affinage, notamment par la mobilisation des élus locaux. François, Oui. Henri, ouais, sur Et, le… c'est une très bonne question. Bon, on n'a pas de réponse définitive parce qu'on n'a pas eu le temps de faire des entretiens de manière un peu systématique et dans des régions où les élus locaux s'étaient mobilisés et dans d'autres. Bon, d'abord, il y a eu, souvenez-vous, c'était les élections. Donc, on avait, dans les endroits où on a changé de majorité et donc de maire, on a eu quand même des mairies les élus locaux, les maires sont des élus locaux très importants, en tout cas pour les questions de police sanitaire, qui n'étaient pas dans les meilleures conditions pour réagir. Ça a aussi dépendu de la densité du tissu des structures de santé publique et associatif qui est plus ou moins important. Et puis, évidemment, ça dépend, bien sûr, j'ai envie de dire, les caractéristiques socio-économiques des populations qui se trouvent situées. Beaucoup d'élus locaux. Moi, j'étais dans une conférence il n'y a pas longtemps où il y avait deux maires qui nous ont dit, mais on recevait des oukases qui descendaient, il fallait qu'on se mobilise vis-à-vis de la population, on ne savait pas quoi faire, à la fois on nous demandait de mettre en œuvre toute une série de politiques pour lesquelles on n'avait pas les moyens et en même temps on n'avait absolument pas la possibilité de contribuer à la formation de ces décisions. Les ARS elles-mêmes ou le préfet étaient un peu perdus aussi également sur certains points. Alors il y a des endroits où ça a fonctionné, hein, et on va essayer de comprendre maintenant quelles sont les conditions qui permettent d'expliquer que ça a fonctionné, parce que l'idée de la sociologie, c'est pas simplement, comme on le dit souvent, de pointer des difficultés, c'est aussi de regarder des endroits où ça a marché, mais d'identifier les conditions qui permettent d'expliquer pourquoi ça a marché.
Merci Henri. On va essayer je vais faire la synthèse de quelques questions qui nous arrivent pour se demander finalement ce qui apparaît à l'aune de tous les entretiens que vous avez menés. Encore une fois, l'ouvrage est tendu autour de ces entretiens. Si d'abord la conscience du désarmement de l'État ancien, est-ce qu'il est dans la continuité justement des décideurs justement de ce qu'on a décrit comme ces pénuries aussi? Est-ce que les décisions, justement, les décisionnaires ont-ils eu d'une quelconque manière une prise de conscience sur le moment des impasses du mode de gestion, notamment des services publics? Y a-t-il eu une prise de conscience sur le moment, au final, de ce qu'on a écrit comme cette vulnérabilité, cette mise à nu finalement de l'État face à une catastrophe de cette ampleur? Est-ce Alors, je peux dire juste un tout petit mot. On a été frappé dans certaines de nos interviews du haut en bas de la chaîne par le fait que les acteurs ont eu très vite, y compris dans les hôpitaux, le sentiment qu'ils allaient être jugés sur leur gestion par éventuellement des commissions parlementaires, par des inspections. Donc cette crise, elle est aussi marquée dans la façon dont ils ont réagi, elle est aussi marquée par cette peur du lendemain. Quand on parle d'incertitude, il y a bien sûr l'incertitude liée au virus, mais il y a l'incertitude par rapport aux suites, éventuellement même pénales, que les décisions qu'on va prendre pourraient avoir. Et ça, je pense qu'on a entendu des médecins nous dire, j'ai gardé tous mes mails et l'ensemble des documents qu'on s'est échangés. Des médecins dans les hôpitaux. Voilà, donc il y a certainement eu un sentiment qu'il manquait énormément d'outils classiques de la santé publique pour pouvoir faire autre chose que le confinement. Et il y a tout de suite eu la peur du lendemain. Et merci Henri. Est-ce que parallèlement, est-ce qu'on pourrait dire, François Dedieu, réagir à l'idée que ce sont les comparaisons internationales notamment qui ont été cette manière de se renvoyer finalement la création des dispositifs, de renvoyer chaque pays dos à dos et soit par mimétisme, soit par contraste. Quel a été l'usage finalement de la comparaison internationale et quel usage pourrait-on en faire à l'avenir, disons? L'usage qu'on peut en faire, il est multiple, mais pour nous sociologues, à l'échelle de la crise. Oui, absolument, mais l'usage, il est analytique. C'est-à-dire pour nous, procéder par comparaison pourrait permettre de mieux comprendre, selon les types de mesures qui sont prises, est-ce qu'il y a eu des mesures, si on peut le dire comme ça, qui ont été plus à même à contrôler le virus. Alors, cette réponse, elle ne va pas de soi. Parce qu'il faut bien identifier les variables qui permettent cette comparaison. Et je vais vous donner un seul exemple qui semble contrasté. On nous a souvent présenté le cas de l'Allemagne comme le cas exemplaire, qui est un peu la photographie inverse de la France. C'est-à-dire un décideur, Merkel, qui connaît bien en fait les problématiques scientifiques, repu à ce genre de problématiques, et aussi une organisation en Länder très décentralisée, contrairement à l'hypercentralisme de la France. Donc ça, en fait, on l'a toujours utilisé comme ça. Mais il s'agirait en fait de véritablement prendre cette comparaison au sérieux pour voir en fait dans quelle mesure l'Allemagne a mieux, osons le mot, géré la crise que nous. Mais ça ne va pas de soi, parce que si on regarde en fait les équivalents d'Anne-Claude Crémieux allemand, ils vont dire en fait finalement qu'une des grandes différences, ou la principale différence qui existe entre la France et l'Allemagne, comme on le voit actuellement avec la remontée du virus, c'est parce que la France a eu des clusters plus rapides. Notamment celui de Mulhouse. Et donc, du coup, en fait, comme la France a été touchée plus rapidement, finalement, elle a été débordée plus vite. Et c'est ce qui, a priori, serait en train de se passer en Allemagne. Donc ça, c'est très intéressant de voir les différences et puis surtout, l'autre aspect, de voir les homologies en fait, qui existent entre les pays. Parce que ce qui est frappant aussi dans cette crise, c'est de voir qu'en fait, il y a une impréparation généralisée. Donc, ce qu'on a observé dans le cas de la France, c'est-à-dire de dire, en fait, cet excès de confiance, ce retard un peu à l'allumage, c'est-à-dire cette précipitation, s'observe dans un grand nombre de pays, et notamment aux États-Unis, qui disposent de moyens considérables avec le Center for Disease Control, et qui a été aussi, d'après ce qu'on commence à voir, assez peu mobilisé. Donc, la comparaison internationale permet de voir à la fois les grandes différences et de voir les effets qu'ils ont eu sur le virus, mais aussi les grandes similitudes. Et enfin, pour terminer, une question de Cécile Altabert. Est-ce qu'on peut espérer, et je pense que vous serez tous intéressés d'y répondre, sur le plan démocratique, que ces controverses sur les sciences et sur la mobilisation des expertises pourraient amener à une appréhension plus juste des abords de la science au pluriel, non définitif, et donc à débattre par la société par rapport aux crises? Quelle piste irait dans ce sens, donc, finalement, d'une décision publique éclairée justement par la science? Peut-être Anne-Claude Crémieux, qui a aussi cette expérience
gouvernance ministérielle et cette culture scientifique en question finalement dans la crise que nous traversons. Ah, votre micro est éteint, Anne-Claude. Oui, effectivement, c'est une excellente question. Je crois que cette crise a illustré de façon extraordinairement intéressante les rapports entre la politique et la science. Et d'ailleurs, dans une crise de confiance qui a été caractéristique dans plusieurs pays. C'est très intéressant de comparer ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, ce qui s'est passé en Angleterre, parce que c'est 3 pays où on a vu très bien les tensions extrêmement fortes entre les scientifiques et les politiques. Ça, c'est un aspect qui est, je pense qui est vraiment un sujet d'étude en soi. Ce qui est dit dans la question qu'on vous pose et qui est très intéressant aussi, c'est en quoi, au fond, ce débat public sur les limites de la science a éclairé le public sur les incertitudes scientifiques et effectivement, quelque part, a mis ces incertitudes dans un débat démocratique. Moi, fondamentalement, c'est quelque chose que je pense. Et parce que beaucoup disent, les scientifiques ont perdu du crédit au cours de cette crise parce qu'on a montré qu'ils n'étaient pas d'accord. Et si on renversait la donne? Et si on disait qu'au fond, c'est l'apprentissage par le public de l'incertitude scientifique? Parce que ces débats-là, nous les avions, mais nous les avions de façon dans nos revues, dans nos débats internes. Eh bien oui, ça fait partie, je pense, de l'apprentissage et de la démocratie sanitaire. Henri Bergeron, un mot de conclusion justement sur cette démocratie sanitaire qui est en question et en jeu dans votre ouvrage également. Oui, c'est vrai que c'est étonnant, notamment, il y a des acteurs comme Delfrécy qui ont été, au moment de l'arrivée du sida, des gens qui ont beaucoup associé justement les associations de patients et qui ont beaucoup contribué à la loi de 2002 sur le droit des patients et de leurs représentants. Je dirais que la lutte contre le virus, j'insiste, et la focalisation sur les capacités curatives a mis un peu de côté une perspective de santé publique qui réfléchit non pas simplement à la lutte contre le virus et une maladie, mais qui réfléchit à toutes les conséquences, à la santé globale, dans lequel j'ai envie de dire, les patients et les citoyens ont un rôle à jouer. On a eu je trouve que l'un des marqueurs de la façon dont la démocratie sanitaire a été relativement piétinée pendant la gestion de cette crise, c'est une communication descendante, une communication par la peur, une communication qui utilise le terme de responsabilisation dans son sens de culpabilisation, beaucoup plus que responsabilisation au sens de la santé publique, c'est-à-dire qu'on crée les conditions que les individus prennent des décisions responsables et autonomes, qu'ils prennent en charge leur santé. Et pour cela, il y a toute une série d'éléments qui permettent de créer ces conditions, mais une communication qui eût été un peu moins par la peur, voilà, aurait certainement contribué également à inclure, plus que ça n'a été le cas, les patients et les citoyens sur toute une série de questions. Alors peut-être pas juste, et ce sera mon dernier point, peut-être pas juste au début, pendant la crise, mais moi, vraiment, la question qu'on se pose, c'est pourquoi à partir de mai-juin, ça a été souligné par Emmanuel Hirsch au début de la présentation. Je trouve ça incroyable qu'on n'ait pas créé les conditions d'un débat contradictoire sur un certain nombre de choix, des choix importants, des questions auxquelles il est difficile de répondre. Est-ce qu'il faut privilégier la préservation de la vie d'aujourd'hui ou privilégier la préservation des vies de demain par les décisions qu'on prend? Ça, c'est des questions très difficiles à répondre, mais il eût été bienvenu d'organiser un débat contradictoire avec d'autres parties que simplement celle des experts et du gouvernement. Marika, ton micro est coupé. Donc, un mot peut-être, François, pour terminer, une gouvernance donc plus coopérative, moins oublieuse, comme le soulignait Henri Bergeron.
Ah bah oui, tout à fait. Enfin, la question se pose sur l'angle de la démocratie sanitaire on peut vraiment s'interroger sur les leçons qui ont été apprises des SIDA. Et là, je vais renvoyer au prochain débat. C'est Exactement. la question fondamentale que ça pose, c'est de ce qu'on apprend des crises, comment on apprend. Et ça, il y a encore énormément de marge de progrès à faire, hein. On le verra cet après-midi. Exactement. Le teasing est fait pour la seconde partie, évidemment, de ces échanges qui vont continuer autour de votre ouvrage, Henri Bergeron et François Dedieu, que vous avez coécrit avec Olivier Boraz et Patrick Castel, Covid-19, une crise organisationnelle, les leçons qui peuvent être en tirées, les oublis qui pourraient justement en finir. C'est à suivre. Et la conférence se termine sur ces. Merci à tous de l'avoir suivi, à toutes et à tous. Merci. Très bonne journée. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci, merci beaucoup. Et je crois que l'enregistrement